La notion de point de vue dont nous parlons en littérature est une notion fortement influencée par les arts visuels. Elle suppose en effet que quelqu'un regarde quelque chose et qu'il soit situé à un certain endroit pour voir ce qu'il regarde. C'est ce qu'on appelle le point de vue. Quoi de mieux que la peinture pour parler de point de vue? Au XVe siècle, le peintre, Andrea Mantegna, réalise vers 1480 un tableau intitulé « La lamentation sur le Christ mort ». Cette toile offre un point de vue surprenant. Surprenant parce que le point de vue, majoritairement employé à cette époque, est un point de vue qui permet au spectateur de voir la scène représentée sur la toile, de face, avec des personnages en pied, comme il la verrait au théâtre par exemple. Le spectateur est extérieur à la scène, sa présence est à peine prise en compte. C'est ce que nous pouvons observer dans cet autre tableau d'Andrea Mantegna, de 1497, intitulé Le Parnasse. Il traite un thème mythologique. Il représente le mont Parnasse, lieu vénéré dans l'Antiquité grecque, et consacré à la fois au dieu Apollon, représenté en bas à gauche avec sa lyre, et aux 9 muses, représentées au centre de la toile, dansant au rythme de la musique. Les arts, incarnés par ces divinités, s'épanouissent sous l'œil bienveillant de Vénus et de Mars, son amant. Le petit Cupidon est à leurs pieds. Vulcain, dieu de la forge et mari légitime de la déesse, assiste furieux aux amours adultères de son épouse. On reconnaît par ailleurs Mercure, en bas à droite, accompagné du cheval Pégase. Celui qui regarde ce tableau n'est pas pris en compte. Il n'y joue aucun rôle. Il est simplement cantonné à son rôle de spectateur. Il en est tout autrement dans la lamentation sur le Christ mort. Nous voyons, en légère plongée, le corps de Jésus allongé. La vue est frontale. Le spectateur est placé au niveau des pieds du personnage. Le peintre insiste sur l'humanité de Jésus, sur les souffrances endurées par l'homme, puisque les marques de son supplice, ce que l'on appelle les stigmates, sont bien visibles. Le spectateur est inclus dans la toile, il y joue un rôle. Le point de vue choisi par le peintre n'est plus celui du spectateur d'une pièce de théâtre. Le spectateur participe à cette histoire. Il est proche du corps de Jésus. Il fait partie des proches éprouvés par la mort de leur ami. Il partage leur affliction, parce qu'il est placé à leur niveau, dans un moment de grande intimité, puisqu'il s'agit du moment où ils se recueillent autour du corps. Ce jeu sur le point de vue invite le peintre à reconsidérer la réalité et à défier les lois de la perspective. C'est aussi l'occasion pour lui de montrer ses talents de peintre. Il sait jouer avec la perspective, même quand ce point de vue n'est pas le point de vue auquel le spectateur est habitué. Le peintre repense la réalité et offre une nouvelle représentation du monde. Il invite le spectateur à jeter un œil nouveau sur le monde. Jeter un œil nouveau sur le monde, c'est exactement ce que nous propose Hans Holbein au XVIe siècle dans son tableau Les Ambassadeurs, toile qu'il réalise en 1533. Il s'agit à première vue d'un double portrait, celui de 2 hommes, 2 ambassadeurs. Ils sont représentés en pied, richement vêtus, et entourés de nombreux objets qui rappellent leurs fonctions et leurs préoccupations. Leur regard est tourné vers le spectateur, ce qui contribue à l'inclure dans le tableau, et également à accentuer le réalisme de cette représentation. Le spectateur doit avoir l'illusion de se trouver réellement face à ces 2 hommes. Notre regard est pourtant attiré par une forme indéfinissable, située en bas, au centre du tableau. Il est à première vue difficile de comprendre ce qu'elle représente. C'est normal, nous ne la regardons pas comme il faut. Nous n'adoptons pas le bon point de vue. Pour la comprendre, il faut que nous regardions la toile en nous plaçant complètement à droite, l'œil presque collé au tableau. L'image prend forme et nous découvrons un crâne humain, symbole de la fragilité de l'existence et de la vanité des plaisirs de ce monde. Le peintre offre ici une double lecture de son œuvre. Il nous présente d'abord 2 seigneurs, fiers de leur réussite. Mais ensuite, il nous rappelle que les honneurs, la richesse, la réussite, les plaisirs de ce monde n'ont qu'un temps, la mort guette. La technique utilisée par Holbein s'appelle une anamorphose, très en vogue au XVIe siècle. En déformant l'image originale et par un jeu de perspective, le peintre invite le spectateur à se déplacer et à trouver le bon point de vue. Ce que nous voyons n'est qu'un aspect de la réalité, tout dépend de quel point de vue nous voyons le monde. Dans cette anamorphose, nous voyons sur le papier une image déformée, peu lisible. Si nous regardons cette même image par le biais d'un miroir cylindrique, nous découvrons la représentation impeccable d'un œil.
Au XVIIe siècle, le peintre français Georges de Latour réalise, entre 1636 et 1638, le tableau « Le tricheur à l'as de carreau ». Cette toile montre comment les trois personnages de gauche dupent le jeune homme de bonne famille situé à droite de la toile. L'œil du spectateur est conduit par les mains, mais surtout par les échanges de regards entre les trois joueurs. Nous découvrons que l'homme situé à gauche dissimule les cartes dans son dos et qu'il prend le spectateur à témoin. Le tricheur regarde en effet derrière lui. Il regarde l'espace occupé par le spectateur du tableau, c'est-à-dire l'espace que nous occupons. Le peintre nous donne un rôle. Nous sommes pris à témoin et nous devenons complices puisque nous savons ce qui est en train de se jouer dans cette partie de cartes. Nous assistons, impuissants, à cette tromperie. À moins que nous ne prenions plaisir, comme ces joueurs de cartes, à plumer le bourgeois. Les peintres impressionnistes, dans le dernier tiers du XIXe siècle, se sont intéressés eux aussi au point de vue, interrogeant d'abord la place occupée par le peintre lorsqu'il exécute son tableau, mais surtout interrogeant la place que le peintre fait occuper au spectateur par rapport à la scène représentée sur la toile. Ce tableau de Caillebotte, exposé en 1882 et intitulé « Boulevard vu d'en haut », présente une vue du boulevard Haussmann en plongée. Le boulevard est vu par un observateur qui serait situé à l'étage d'un immeuble et qui regarderait le spectacle de la rue, de la fenêtre ou du balcon d'un appartement. Le peintre place ainsi le spectateur dans la peau de cet observateur qui perçoit la rue à travers les branches d'un arbre en fleurs. Ce genre de représentation est assez inédit et manifeste la volonté du peintre d'aborder le monde sous un angle nouveau. Non, le monde ne se regarde pas seulement de face. Dans cette autre toile du même peintre, intitulée La partie de bateau et datant de 1878, on constate que Caillebotte est animé des mêmes préoccupations. Le peintre place le spectateur dans la barque, assis en face d'un homme qui est en train de ramer. Caillebotte nous fait partager l'espace d'un instant les plaisirs de la navigation en cette journée ensoleillée. Ce n'est pas le paysage que nous regardons, mais l'homme assis en face de nous. Il a quitté sa veste, certainement pour être plus à l'aise pour ramer, mais a gardé son haut de forme. Peut-être cette partie de bateau a-t-elle été improvisée pour le plaisir des participants. Cette autre toile, intitulée L'Orchestre de l'Opéra, a été exécutée en 1870 par le peintre Edgar Degas. L'artiste nous place dans la fosse d'orchestre de l'Opéra de Paris, au milieu des musiciens. Il ne nous donne pas à voir le spectacle qui se déroule sur la scène. Nous le distinguons d'ailleurs à peine. Du moins le voyons-nous tel que le voit un musicien placé dans la fosse. Évoquons pour finir le rôle très ambigu que le peintre américain Norman Rockwell fait tenir au spectateur dans son très célèbre tableau « The Problem We All Live With », daté de 1963. Cette œuvre représente la jeune Ruby Bridges, âgée de 6 ans, alors qu'elle se rend pour la première fois dans une école de la Nouvelle-Orléans, fréquentée jusque-là uniquement par des enfants blancs. La ségrégation raciale sévit alors aux États-Unis. Comme des menaces ont été proférées contre elle, la petite fille est escortée par 4 agents fédéraux chargés d'assurer sa protection. Les inscriptions racistes que l'on peut lire sur le mur, les marques rouge sang laissées par les tomates projetées sur l'enfant, illustrent le climat de violence qui entoure cette scène. Qui a bien pu se déchaîner ainsi sur la fillette? La foule raciste qui assiste à l'événement. Seulement, le peintre mêle le spectateur à cette foule. Le point de vue adopté dans ce tableau est celui de quelqu'un qui serait avec les manifestants. La position que le peintre impose au spectateur n'en est que plus insupportable. Pouvons-nous accepter sans rien dire qu'une telle scène se déroule sous nos yeux? Sommes-nous d'accord avec le rôle que l'artiste nous oblige à jouer? Le titre du tableau prend alors tout son sens. Il s'agit bien d'un problème qui nous concerne tous et contre lequel nous devons nous prémunir.